Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. As-tu des questions avant qu'on se lance ? Non, j'avais pas de questions, Guillaume. Je me livre totalement à toi. Comme ça, allez, c'est parti. Ah bah, je te remercie. Je te lis ma petite intro. Oui, elle est super géniale. Quand je l'ai lue, j'ai dit « Ah, c'est génial, c'est vraiment super bien écrit. » Très bien. Ah, merci. Oui. François. Il nous a fallu 1 an. On a préparé ce témoignage il y a 1 an et on enregistre enfin. Parce que tu habites Lyon, moi Paris, il fallait attendre qu'un de nous voyage, mais nous y voici. Je suis venu à Lyon. Pas de liaison ? C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je suis venu à Lyon et là, on est installé sur un canapé dans un mini studio sous les toits qu'un oncle me prête. Merci tonton. Je vais te faire une confidence, François. Pendant 1 an, j'avais une intuition très forte, très claire. Toi et moi, on va enregistrer et c'est important. C'est important parce que la parole des gays plus âgés sur l'intime est rare, voire inexistante. Parce que toi, François, tu as 62 ans. Tu cherches l'amour et le sexe, mais tu te prends le non au vieux de Grindr et autres apps de rencontre dans la gueule. Tu as eu aussi, entre guillemets, je vois pas pourquoi tu es là à ton âge, et moi, ça me serre le cœur. Pour survivre vieux, dans le monde gay, tu as 2 choix. Avoir des muscles et un corps d'Apollon qui, entre guillemets, fait pas vieux, ou incarner le fameux Daddy Domi. Tu te kinkies un peu, du mot kinky, tu portes un harnais comme une armure peut-être. En tout cas, tu te sens invisible. Un jour, tu décides de quitter ces apps de l'enfer. Tant pis, je me branlerai seul, tu m'as dit. Bon, tu réponds à un tout dernier message quand même, sans y croire. Et pourtant, de l'autre côté de l'écran, l'homme qui t'attrape au dernier moment va être le bon, ou en tout cas un bon. Avec lui. Et avec l'âge qui avance, ta sexualité se sensualise. Tu dois faire face à un blocage puissant au fond de toi, t'as peur d'éjaculer. Tu es séropositif et ton cerveau se tord. Éjaculer devient synonyme de contaminé. Alors comment faire pour reconquérir ton droit à jouir ? Tu vas nous raconter tout ça. Tu vas nous raconter comment tu navigues les mers du vieillir gay séropo, sans repère. Tes vieux gays à toi, ils sont morts ou ils sont invisibles. Pas de film avec de vieux gays heureux, tu m'as dit. J'invite d'ailleurs les auditeurs, les auditrices à compter le nombre de personnes LGBT de plus de 60 ans qu'ils ont dans leur vie, avec qui ils ont un vrai lien. Moi, ça a été longtemps 0. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que mon intuition était au clair. J'ai besoin de toi, François. J'ai envie de dire, on a besoin d'entendre et de s'inspirer des histoires de gays plus âgés pour nous montrer les chemins possibles et les construire. Moi, j'avais en fait envie de commencer un peu un pied de nez à toute mon intro. J'avais envie de commencer par ta sexualité aujourd'hui à 62 ans. Attends, mais nous, on s'est parlé... Je crois que tu peux rajouter 1 an de plus. C'est ça, j'allais dire, on s'est parlé il y a 1 an. Eh oui. Maintenant, t'as 63, ok. Je me souviens, il y a 1 an, quand on a discuté, je t'ai dit, sexuellement, tu te sens épanoui à combien en ce moment, de 0 à 100 ? Et tu m'as dit 100. 100 sur 100. Oui. On en est où aujourd'hui ? Ça n'a pas changé. Ok. C'est toujours 100. C'est impeccable. Bon, j'ai une vie sexuelle qui me plaît, en fait. C'est génial. Tu sais que sur ce podcast, c'est super rare pour moi d'entendre ça. Ah Le oui. impeccable, ouais. Non, c'est parfait. Ok. Et j'ai envie, en fait, qu'on commence là dans le présent par ta sexualité actuelle, puisqu'elle est impeccable. Est-ce que tu serais à l'aise, et on remontera après dans le passé, on parlera de toutes ces choses, mais je trouve que... Est-ce que tu peux mettre des mots sur cet impeccable ? Le sexe que tu kiffes aujourd'hui, là, il ressemble à quoi ? Alors, si je pourrais dire les choses d'une façon très simple, en fait, c'est
à la fois dans la fréquence des rapports sexuels avec mon partenaire, à la fois aussi dans ce qui se passe dans l'acte sexuel, c'est-à-dire vraiment nos rapports intimes, sensuels, pénétration, pas pénétration, fellation, pas fellation, les caresses, tout ça. Franchement, ouais, là, je suis vraiment très, très, très heureux de ma relation sexuelle avec ce partenaire-là, en fait. Ouais, donc c'est l'amoureux dont je parlais, il est toujours là ou pas? Il y a 1 an, voilà, on a évoqué cet amoureux-là, il est toujours là. C'est toujours le même, Voilà. ok. Et ça fait maintenant presque 7 ans que nous sommes en relation. Ok. Quand tu dis la fréquence, t'as des rapports sexuels tous les combien? Alors, nous avons tous les deux une vie un peu, comment dire, pas mouvementée, mais chargée. On a des activités associatives, on a besoin de temps pour soi aussi. Mhm. Et avec l'âge, on a fait le constat que tous les deux, notre libido n'était plus celle que nous avions quand on avait 40 ans ou 30 ans ou même 20 ans, tu vois. Mm. Donc, on a chacun un agenda. Et en fonction de nos impératifs, à tous les deux, on se bloque des journées comme ça où on se voit toute la journée avec à l'intérieur des rapports sexuels. Ah, c'est cool ça, c'est une bonne idée, je trouve. Vous faites des dates En tous les cas, on peut pas faire autrement. Ouais, vous vous calez des moments à deux. C'est une fois Parce par semaine, c'est une fois par mois. Ça peut être quelquefois 2 fois par semaine, quelquefois ça peut être 1 fois par semaine, quelquefois ça peut être 1 fois tous les 15 jours, c'est en fonction vraiment de notre activité personnelle, parce que nous n'habitons pas le même appartement. Ok. Est-ce que On habite la même ville, mais pas le même appartement. Est-ce que si j'avais envie de me focaliser sur ton plaisir, Ouais. si ton partenaire a envie, c'est pas forcément moi Guillaume, mais ton partenaire te dit j'ai vraiment envie de te faire kiffer toi là maintenant, c'est quoi les trucs que ce partenaire peut faire? C'est pas une recette, c'est pas à chaque fois, etc. Mais est-ce que t'es plus pénétré? Est-ce qu'il y a des endroits où t'as plus envie d'être touché? Mm-hmm. Alors oui, la pénétration, c'est une vraie question entre nous. On est en train justement de travailler sur ça. À la fois, moi j'aime bien être passif. Ouais. Lui, il aime bien être actif. Donc pour l'instant, ça colle bien comme ça entre nous. C'est vrai que moi j'adore sentir ses mains sur mes hanches, ça c'est vraiment, avec les caresses qui vont avec, ça c'est vraiment super en fait. Attends, les hanches, ça veut dire toi t'es sur le dos? Non, quand je suis à 4 pattes par exemple, Ouais. tu vois, qui me prend comme ça, qui m'attrape par les hanches, ça j'adore ça en fait. Ah, je suis en train de me tromper entre cuisse et hanche, je pense. J'ai un besoin d'un petit cours de Les l'anatomie. hanches. Les hanches que tu me montres, ouais. Ouais. C'est là où j'ai mes poignées d'amour. Oui, ça, voilà, les poignées d'amour. Oui, Alors oui, bien sûr. ça c'est vraiment trop. Et quand il te les attrape, leur un C'est peu vraiment puissamment, comme de la chair, comme du pain, comme de la pâte à pain là, tu Ok. vois. Vraiment, c'est pas de très la petite caresse. Ah non, pas du tout. Ok. C'est vraiment très puissant, tu vois. Comme ça Ok. j'adore. Et alors vraiment, une fois que on s'est vraiment léché dans tous les sens, que peut-être il m'a pénétré. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est une fois qu'on est très épuisés l'un et l'autre, tu vois. Avant, quand on va faire une pause, par exemple, parce qu'en fait, je m'aperçois que dans notre relation sexuelle, ça peut être en plusieurs étapes. Tu vois, par exemple, on peut commencer à avoir des préliminaires, à bien s'amuser, peut-être faire un peu de dipping, etc. Dipping? Un peu de pénétration juste comme ça, pour plaisanter, pour rire, tu vois. Attends, dipping. Mais dipping comme en anglais, genre to dip, tu sais, les petites carottes là que je mets dans le houmous. Voilà, un peu avec le sexe, tu vois, tu fais un peu des pénétrations comme ça, juste. Mais c'est juste pour le plaisir, tu vois, de dire, tu vois, je peux te pénétrer, tu vois. Mais on va pas aller au fond. Ok. Voilà, c'est juste comme ça, pour rire un peu. C'est Voilà, ça fait c'est partie un du- aller-retour. Voilà, ça fait partie du jeu, un Ok. peu comme ça. Et après, tu vois, quand on a bien joué comme ça, bah des fois on est claqué un peu, tu vois. Donc on fait une petite pause, on se caresse, on s'endort des fois, on se réveille et on recommence. On n'a pas éjaculé la première. Non, voilà, il n'y a pas eu d'éjaculation la première fois, donc on peut recommencer après. Ça va peut-être aussi durer une demi-heure, 3/4 d'heure, et hop, de nouveau, on est crevé, on s'arrête, on refait une pause, et on remet ça, et à la fin, c'est l'éjaculation. Et là, faut que je dise, tu me regardes avec un grand sourire, les yeux qui pétillent.
Donc c'est bien, quoi. Ben, en fait, oui, c'est bien parce que c'est la première fois, c'est avec ce partenaire-là, en fait, que à la fois je découvre aussi que je peux avoir un rythme dans une relation sexuelle différent. En fait, et que on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'éjaculation tout de suite, en fait, Ouais. tu vois, et qu'il peut y avoir plusieurs moments comme ça intenses qui se terminent par une petite sieste, des câlins. Quelquefois, on se dit rien. Vraiment, on est juste le plaisir d'être l'un contre l'autre, un peu comme des animaux, tu vois. Ouais. Et après, je sens qu'il s'endort, et ça, c'est beau. Des fois, je m'endors aussi. Et quand on se réveille, de nouveau, on a le désir sexuel, donc ça reprend comme ça, et c'est reparti. Et voilà. Ok. Voilà. Et pour répondre à ta question, tout à l'heure, vraiment, une position que j'adore, c'est quand on a vraiment fait tout ce parcours plusieurs fois, etc., et qu'on a joui. C'est quand il est complètement sur moi. On est allongé. Moi, je suis sur le ventre, tu vois. Il est totalement allongé sur moi, toute la longueur, comme ça. Et je sens tout son poids qui m'écrase. Et je sens son sexe entre mes cuisses, là. Ah, j'adore. Le long de mes fesses, entre mes... J'adore ça. Alors ça, c'est puissant. Donc ça nous fait rire, parce que des fois, il me dit, t'en as pas marre de mes 75 kilos sur toi. J'adore ça, en fait. Mais t'arrives à respirer? Moi, j'arrive pas à respirer. Non, je respire plus. Je suis totalement écrasé, mais c'est ça qui est bien. Ouais. C'est vraiment génial. T'as l'impression... est-ce que t'as conquis ce sang sur sang, cette belle sexualité d'aujourd'hui? Est-ce que t'as eu l'impression que c'était un chemin de conquête? Ou est-ce que, comme d'autres, ça a été une évidence depuis que t'es sexuellement actif? Je crois à l'âge de 15 ans, t'as commencé. Ouais, j'ai commencé assez tôt, oui. Toi, t'es quel profil? 14-15 ans, je cherchais déjà un peu... je cherchais l'aventure et le loup. Ouais. Et du coup, t'es quel profil? Tu l'as conquise, cette sexualité, ou elle est venue naturellement assez rapidement? Il y avait de la culpabilité quand même, hein, quand j'étais très jeune, ado. Parce que c'est quand même pas facile dans un milieu ouvrier de te dire que tu aimes les garçons, tu vois. Donc j'essayais de me persuader que j'aimais peut-être les femmes, les filles, tout ça, je regardais, mais bon, ça m'attirait pas trop. Et c'est vrai que ouvrier, parce que t'as grandi dans quel coin? Moi, mes parents, c'est des ouvriers en usine, quoi, tu vois. En France? Oui, des gens très simples, tu vois. Donc dans un milieu ouvrier un peu coco, un peu communiste, tu vois, même si on n'avait pas, la morale judéo-chrétienne, il n'en reste pas moins quand même que dans les milieux ouvriers, être pédé, c'est quand même pas facile. Voire même, c'est presque les mêmes interdits que pour les cathos de cette époque-là. En plus, tu imagines bien, à l'âge que j'ai, c'était aussi une France des années 70, où la question de la sexualité, homo en tous les cas, à part peut-être dans les grandes villes où il y avait déjà des mouvements de libération homosexuelle, en province, c'était vraiment, tu vois. Puis moi, j'étais très jeune, donc ça me passe, j'avais pas du tout ces informations-là, en fait, tu vois. Et en plus, on habitait, une ville vraiment qui était même pas une ville de moyenne importance, hein, c'était presque un village. Tu vois. Tu veux dire quelle région? C'est la Loire, voilà, à côté de Saint-Étienne. Donc c'était quand même pas facile d'accepter et de vivre sa sexualité, surtout de découvrir que tu es attiré par le corps des hommes. Moi, c'est mon oncle qui me faisait totalement kiffer, en fait. C'était un putain de beau mec. Oh là là. Et tu sais, à cette époque-là, ils avaient, dans les années 70, les mecs, ils mettaient des pantalons hyper moulants, là, tu sais, genre, tu voyais que ça, t'as ton œil qui est complètement attiré par la braguette, tu sais, genre. Par le paquet qui... Ah, mais c'était incroyable, quand même. Et ils le savent. Ah, j'imagine. Non, mais j'imagine qu'à l'époque, ils le savaient. Et ils le savent aujourd'hui encore. Ah, oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu prends le métro aujourd'hui, là, que tu vois tous les gadgets, ils sont en pyjama toute la journée, là, avec ces histoires de... Le jogging moulant. Oui, oh là là, mais c'est un truc infernal, quand même. Tu vas pas me dire, c'est un appel, quand même, à... tes yeux se posent forcément sur cet endroit-là, qui, en même temps, avec le tissu, tu vois, est complètement ou distendu, ou en tous les cas, qui épouse
la forme du sexe, quoi. Ouais. Pareil, hein. Moi, ça me fait fantasmer de ouf. Attends, mais... Je sais pas, j'ai un peu... double tranchant comme question, mais j'avais envie... Est-ce qu'il te vient des conseils ou des... Quand tu regardes le chemin parcouru, puisque tu as conquis cette belle sexualité d'aujourd'hui, si jamais tu devais visiter ton toi de 20 ans ou de 30 ans, tu lui dirais quoi ? C'est quoi les... Tu vois ce que je veux dire ? C'est quoi les conseils ou les astuces que tu pourrais lui transmettre ? Bah, c'est un peu compliqué parce que je pense que chacun d'entre nous, on découvre notre homosexualité différemment. Mais là, juste, à des âges différents. Tu te visites toi-même. Oui, oui. Et je sais pas si je devais dire au gars que j'étais quand il avait 20 ans. Non, je crois que j'aurais pas de conseils à lui donner parce que dès le départ, je pense qu'il a fait des choix qui étaient intéressants. Moi, dès le départ, quand j'ai décidé de quitter mon milieu familial, parce que je suis parti de chez moi, j'étais pas majeur, j'avais 17 ans en fait, je suis parti sans laisser de mots. C'est une sorte de fugue, tu vois. Ah ouais ? Ouais, ouais. Et je suis Pourquoi ? parce que je supportais plus le milieu, l'environnement, ma relation avec mon père qui était vraiment néfaste. Tu vois, c'était vraiment très très dur pour moi. T'étais encore au lycée, à l'école ou... J'ai eu mon CAP et puis après je suis parti en fait. C'était en lien avec ton orientation sexuelle à ce moment-là ? Oui. C'était vraiment très très dur. La relation avec mon père était vraiment très très dure. Tu leur avais fait une forme de coming out ? Ah, non, pas du tout. Hein. Donc c'était très dur. Donc toi, tu cachais ? Ah, mais oui. Ouais. Complètement. C'était complètement caché. Il y avait. Alors, est-ce qu'il y avait des non-dits entre nous ? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, moi, je n'ai jamais rien dit à mes parents et encore moins à mon père. Mais je pense que par les petites allusions que mon père faisait, ou sur ma façon de m'habiller, ou sur ma façon de marcher, ou sur aussi le fait que je rentre tard, tu vois, qu'il y avait des trucs un peu, tu vois, un peu... et je pense qu'il avait peut-être l'œil pour repérer qu'il y avait quelque chose qui était pas normal, que je ramenais jamais de filles à la maison, par exemple, tu vois. Je pense qu'il devait y avoir de ça. Alors, c'était très, très conflictuel avec mon père, en fait. Ouais, lui, il était un peu bourru en même temps, tu vois, donc c'était dur. Donc, à 17 ans, quand j'ai passé mon CAP, j'ai devancé l'appel. Quel métier, CAP ? J'étais vendeur, en fait. J'ai devancé l'appel pour faire le service militaire, parce que je me dis, bah, comme ça, moi, ça sera terminé. Et puis, au moins, je serai avec des mecs. Donc, c'était avec beaucoup de plaisir que je devançais l'appel pour me retrouver à l'armée, entouré de gadgets. Tu vois, je me dis, je vais me remplir les yeux, ça va être génial. Bon, c'était pas ça du tout. Hein. Devancer l'appel, c'est que à 18 ans, on fait tous, à l'époque, Ouais, on partait en service militaire. Et toi, t'étais moins de 18 ans, donc on pouvait plus tôt... On pouvait partir plus tôt. Ouais. Donc là, j'ai devancé l'appel. T'es pas régalé les yeux Si, un peu. Mais plutôt dans la deuxième partie. Parce que franchement, quand tu arrives là-bas, que tu débarques et que tu vois comment c'était ces trucs-là, mais en fait, vous pouvez pas imaginer comment c'était horrible, en fait. Parce que c'était vraiment une entreprise pour casser le moral, casser les personnalités. Il fallait rentrer dans un moule, tu vois, vraiment très très dur, très rigide. Et ça m'a pas du tout branché. C'était pas aussi fun que je le pensais, en fait. Et alors, par contre, la deuxième partie de mon incorporation s'est passée à l'infirmerie. Et là, c'était beaucoup plus intéressant. Parce qu'il y avait d'autres PD, là, on a bien baisé, on a bien ri, bien fumé, bien bu. Okay. Donc ça veut dire quand tu fais un service militaire, là, tu t'es devenu infirmier militaire ? Ah non. C'est avant d'être réformé, en fait. C'est-à-dire que comme l'ambiance, si tu veux, de la caserne ne me plaisait pas du tout, donc j'étais un peu, tu vois, j'ai arrêté de manger, je me suis mis un peu en danger physiquement, donc j'ai été envoyé à l'infirmerie. Ok. Et c'est à partir de l'infirmerie que là, j'ai passé ma deuxième partie un peu de mon incorporation.
avant d'être, réformé, en Ok. fait. Donc, si tu veux tout ce laps de Dans temps... la caserne, Oui. comment tu découvres les PD, comme tu dis? Eh ben, c'est à l'infirmerie. Hein. Avant, non, tu découvres rien. Tu subis toutes les contraintes. Ok, mais l'infirmerie, je comprends pas pourquoi tous les gays se retrouvent à l'infirmerie. Eh ben, parce que j'imagine que il y en a beaucoup qui supportaient pas le régime qu'on nous faisait vivre, tu vois. Genre te lever à 4 heures du matin, enfiler tes Rangers et aller faire le tour de je sais pas quel bois ou je ne sais quoi, tu vois. Camper pendant 3 jours dans la boue. Enfin, il y en a qui supportaient pas, probablement, tu vois. Ok. Donc, à un moment donné, si tu veux, l'infirmerie, c'est un peu le lieu où se retrouvent les objecteurs de conscience, les gauchistes, les anarchistes, les PD, et tout ça, quoi. On peut être PD Et avoir plusieurs gambader étiquettes, oui. Oui, et puis gambader dans la. Ah ben, il y en a qui aimaient, probablement, Oui, hein, bien sûr. j'imagine. Mais j'entends ce que tu dis. Je pense qu'il y a une oppression mentale, enfin un truc rentre dans une case. Et quand tu dis j'ai rencontré plein de gays et là on a vachement baisé à partir de l'infirmerie, c'est que toi t'as vécu combien de temps à l'infirmerie? Alors, moi, j'ai vécu à l'infirmerie 15 jours, on va dire. L'infirmerie qui était directement dans la caserne, Ok. On est où en France? à Reims. Ok. Donc Là sur le lit à côté, comment tu signifies non, mais que ça, t'es gay? on se reconnaît quand même un peu entre nous, quoi. Ouais, comment? Il y a une sorte de, je sais pas, de sixième sens. Je sais pas comment appeler ça. Non. Mais si, je t'assure. Attends, t'es allongé dans ton lit, mais en plus j'ai du mal à me figurer à quoi. Non, mais en ressemble fait, si l'infirmerie. tu veux. C'est une grande salle, comme dans les films, un peu. Ah non, c'était des chambres où on était. Pareil. Ouais, des chambres où on était 2 ou 3, tu Vous vois, men- quand même. Hein. 2 ou 3 par chambre, ok. Ouais. Raconte-moi une expérience sexuelle à l'infirmerie. Eh ben, comment te dire, c'était plutôt le soir quand même. La journée, pas trop, mais le soir, oui, il y avait quand même des échanges parce qu'on allait fumer ensemble. Ok. Dans Vous un êtes devenus petit potes, quoi. endroit, Vous mangez et vous voilà. fumiez ensemble. Et puis après, ben, une chose en amenant une autre. Il y a quelquefois, voilà, eu des attouchements, on s'embrasse et on avait peut-être aussi, alors peut-être, c'est là où est ta question, peut-être on avait besoin aussi de retrouver un peu quand même d'humanité. On avait besoin de retrouver comment dire, pas de la sensualité, mais de quelque chose autour de l'affection, peut-être, tu vois. Ouais. Et c'est surtout le soir que ça se passait, en fait. Ok. Et il y a eu combien de partenaires à la louche, enfin, dans l'infirmerie? On parle de 2-3 personnes? Oui, voilà, parce qu'on n'était pas très nombreux. On était une quinzaine, une vingtaine, tu vois, à peine. Dans l'infirmerie? Oui, de la caserne. Ok. Et après, j'ai été transféré à l'hôpital de Nancy, en fait. Donc, tu te dis, donc tu baises avec 2-3 personnes à l'infirmerie. Oui. Et ta situation, ta santé mentale et physique continue à se détériorer. Ben, en fait, non, tu reprends plutôt du poil de la bête. Mais une fois que Poil de la bite. Voilà. Voilà, excellent. Mais une fois que tu es dans ce parcours, en fait, tu comprends vite que ça peut être une porte de sortie pour sortir de cet enfer. Ok. Et que là, il faut pas lâcher le morceau, quoi, en fait. Donc tu te fais passer Après, pour mal. Après, moi, j'avoue que là où j'ai été, j'ai peut-être eu de la chance. Le médecin-chef qui était dans cette infirmerie, c'était quelqu'un qui n'était pas un jusqu'au boutiste, c'est-à-dire il voulait pas forcément absolument que les mecs restent incorporés, tu vois. Il essayait de ménager pour les personnes des portes de sortie de l'institution, parce qu'à l'époque c'était très compliqué, parce que la question de l'objection de conscience, elle est venue que dans les années 80, tu vois. Donc c'était vraiment très compliqué de sortir de l'institution. Et moi j'en ai eu des preuves quand je suis allé à l'hôpital de Nancy, où là j'ai rencontré des gars avec qui j'ai baisé, mais bien moins qu'à l'infirmerie. Et j'ai vraiment vu des gars qui étaient dans un état psychologique et physique très très dur. Parce qu'en fait ils voulaient se faire réformer, ils se faisaient du mal à eux-mêmes, en fait. C'est marrant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas que l'institution, elle est plus forte qu'eux, en fait. Toi, à ce moment-là, tu avais conscientisé que tu étais gay, homosexuel, ou je sais oui. quel terme. Ouais. Tu te disais. J'étais PD. Toi, tu te disais PD dans la tête? Mais oui. Tu disais ce terme? Oh, oui. Ok. Moi, je me souviens pas, quand j'étais jeune, qu'on ait employé le mot gay. Ouais, non, c'est plus tard. Oui, ça, tu vois, c'est plutôt venu dans les années fin 80, début 90. Ok. J'étais PD, en fait. Je trouve ça vraiment puissant ce que tu dis, parce que moi, je suis
Du coup, t'es né en quelle année? 61. Moi, je suis né en 86. Et j'ai grandi avec une angoisse profonde du service militaire. Évident, ça, je m'en souviens très bien. Mmh. Et j'avais peur d'avoir 18 ans. Ah, j'ai eu plusieurs fois des angoisses. Alors, autour de l'orientation sexuelle. Ah ouais, et ce que je trouve ouf, alors est-ce que c'est un hasard est-ce que c'est un hasard ou est-ce que ça fait partie un peu de notre sorte de culture commune de vivre dans un monde, bah, toi et moi en tout cas on a vécu dans un monde où en fait à 18 ans c'était un moment obligatoire de faire le service militaire et un moment clé dans la vie d'un garçon. C'était quand même un truc... Ah ben oui, c'était un passage obligé. Un passage obligé et tout, avec cette culture militaire de l'entre-soi masculin, etc. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on est nombreux à partager, se dire, mais putain, mais moi je vais arriver dans cette culture-là. Non mais déjà dans la cour de récré, genre j'ai absolument pas envie de taper dans un ballon, mais là en fait je vais... Et alors moi il y avait zéro fantasme. Enfin tu vois ce que je veux dire, genre j'aurais bien aimé, hein, je dis pas ça avec un sous-entendu et tout, mais moi à aucun moment donné je me suis dit, je me frottais les mains en me disant, je vais mater dans les douches quoi. J'étais terrorisé. Je n'ai jamais fait mon service militaire car il a été retiré... Tu sais, au moment où... Juste au moment où potentiellement tu pouvais partir, ouais. Il y a eu l'abrogation de ce truc-là. Ouais, c'est fou. D'accord. Hein. Tu pars à l'hôpital, et ça c'est ta porte de sortie? Oui, parce que je suis resté peut-être aussi 15 jours, un mois en observation. Et puis après, le gars a fait un papier, et puis je suis parti en fait. Voilà. Tu es à l'aise que je te pose des questions un peu spécifiques? Vas-y. En fait, c'était quoi tes symptômes? C'était que t'as fait des tentatives de suicide ou? Non, moi j'étais pas du tout dans cette logique-là. Okay. Tu as arrêté de manger? Enfin, comment t'as fait moi c'était plutôt au niveau de la bouffe en fait. Ok. Mais je l'ai analysé plus tard en fait. Personnellement, quand j'ai un peu des soucis, tu vois, quand ça va pas bien, quand j'ai plutôt une tendance anorexique en fait, je crois. J'arrête de manger. Ok. Alors, dans un premier temps, c'est d'abord inconscient. Et après, ça devient conscient en disant « Oh là là, putain, là, ça fait un moment, tu vois, tu manges moins, t'as perdu du poids, il y a un truc qui va pas. » Et c'est de savoir pourquoi ça va pas, en fait. Tu vois. Moi, j'ai toujours un peu cette tendance, je pense, depuis très très jeune. Ok. Donc ça, c'était... Je me contrains, je me fais mal moi-même avec la bouffe, en fait. Tu vois. Ok. C'était le symptôme médical qui permettait à cette structure de t'emmener à l'hôpital. Ok. Ouais. Tu quittes l'armée. Je rentre chez moi. Chez tes parents. Voilà, dans la Loire. Ok. Et là, une fois de plus, avec le père, t'imagines, qui se faisait une joie enfin de me voir partir au service militaire pour que je sois un homme. Et pratiquement 2 mois et demi après, je reviens parce que j'ai été réformé. Ah, ça c'est la galère, quoi, en fait. C'est le truc qui est pas acceptable pour lui. Quoi. Être réformé, ça veut dire sortir du circuit militaire, oui. c'est ça? Voilà. En fait, tu utilises des mots que je connais pas. Oui, sortir du système. C'est la honte. Voilà. Bah oui, complètement. C'est un échec. C'est vu comme un échec. C'est vu comme un échec parce que je serais pas un homme, en fait. Terrible. Donc là, les relations avec mon père, ça s'envenime vraiment, en fait. Et il me dit que la maison, c'est pas un hôtel, etc. Enfin bon, bref, tout un tas de bordel. Voilà. Et ben, écoute, je sais même, à l'époque, je crois que j'ai même pas pris de sac. Non, je suis parti comme ça, sans prendre d'affaires. J'ai pris le train et je suis arrivé à Lyon et j'ai fait la pute. Voilà. Et c'était assez facile hein, quand t'es assez jeune, de trouver un lit, de trouver quelqu'un, tu vois, qui va... À l'époque, vraiment, j'ai l'impression que c'était plus facile qu'aujourd'hui, peut-être. Mais bon, peut-être que quand on est jeune aujourd'hui, c'est facile aussi. Peut-être. Ouais. Tout le monde a envie de mettre un joli minet dans son lit. Pourquoi, avant qu'on... J'ai quand même envie de te poser une question. Ouais. Pourquoi retourner chez tes parents alors que peut-être... Enfin, tu dois savoir que ça va être cet accueil-là. T'en es déjà parti. Pourquoi repasser par la case parents? T'avais un espoir au fond de toi de rabibocher? Non, je crois que j'ai pas du tout pensé à ça. C'est un peu, tu sais, le foyer familial, c'est un peu le point de chute, en fait. Ouais.
À la fois parce que je savais que j'étais pas majeur déjà, même si il y a que quelques mois qui me séparaient de l'acte de la majorité, mais j'étais pas majeur, donc ouais, c'est un peu machinalement. Tu vois, je suis revenu à la maison, point de départ. Ouais. Cette sexualité pendant l'armée, c'était, t'as vécu des beaux moments, enfin parce que tout à l'heure tu souriais. Ouais, C'est ça. des chouettes moments de tendresse, des chouettes moments. On n'était pas, je pense, dans tu vois, des sexualités hyper hard avec obligatoirement de la pénétration. On était peut-être aussi, je sais pas, peut-être dans une sexualité de circonstances, peut-être pour certains. Hein. En tout cas, tu ressors de l'armée un peu. Mais oui, oui. Ah ben oui. Non, mais tu vois. Ça, c'est clair que sur ta sexualité. c'est là que j'ai compris que c'était vraiment ça que j'attendais et que je cherchais en fait. Ok. Pourquoi Lyon? Ben parce que c'est la plus grande ville la plus proche de Saint-Étienne, tout simplement, et que c'était très facile de s'y rendre en train en fait. Ouais. Tu te prostitues par hasard ou en fait tu pars à Lyon avec l'objectif de te prostituer? Quand je passais mon CAP déjà, j'avais eu l'occasion de monter à Lyon pour chercher du boulot, du travail, parce que je me disais qu'à Saint-Étienne je trouverais pas de job. Et il me semblait qu'à Lyon, il y avait plus de possibilités dans mon métier, tu vois, de trouver un poste de vendeur rapidement, en tous les cas, pour être un peu autonome. Bon, je m'étais complètement fait des idées, puisque ça s'est pas passé comme ça. J'ai pas trouvé de boulot tout de suite, en fait, vraiment. Donc c'est pour ça que je me suis un peu prostitué. Mais quand je dis prostitué, tu vois, c'était pas du tout avec l'idée de gagner du fric. Ok. Si on m'en donnait, c'était bien. Mais c'était surtout pour manger. Et pour dormir le soir quelque part. Ok, c'est-à-dire... Ok. Donc je suis allé avec des mecs avec lesquels j'ai pas forcément hyper envie. Mais... C'était pour ta survie. Ce que quand tu dis pas de fric, c'est-à-dire que toi, c'était pas un business. Non. Après, ça me permet de payer des hôtels et tout, quoi. Non. Toi, c'était pour... combien de temps t'as fait ça? Et par rapport à ce qu'on peut dire, par exemple, aujourd'hui, moi, j'avais pas du tout dans l'idée d'être un travailleur du sexe. C'était pas du tout, tu vois, dans l'objectif de me dire, ouais, c'est bien, c'est un métier comme un autre, je vais faire ça, c'est chouette. Non, moi, j'avais pas du tout, c'était plutôt, comme tu l'évoques, la survie. Bon, ça a bien duré quand même un an et demi, oui, avant de rencontrer mon premier partenaire. Ok. Vas-y, attends, mais j'aimerais que les gens voient. Et en fait, mon premier partenaire, c'est après que j'ai un peu réalisé, c'était une sorte de papa de substitution. Parce que moi, j'avais 19 ans, tu vois, à peine. Ouais. Lui, il en avait 45, voilà. Donc, on avait un grand écart d'âge. Mais ce gars-là, il m'a hébergé d'abord. C'était d'abord un client, c'est ça? Voilà. Il m'a hébergé, et puis après, c'est devenu un peu sérieux. On s'est vu plusieurs fois. Et puis, il y avait un gars avec qui je tapinais un peu aussi, qui me dit, tu sais, il m'a parlé de toi, ça fait plusieurs fois qu'il te voit, il a très envie que ça devienne un peu sérieux, mais il a l'impression que toi, tu t'en fous, que tu te casses un peu, que tu demandes à rien, tu vois. Et ça m'a donné la puce à l'oreille. Je me dis, ah bah oui, peut-être, mais c'est vrai qu'il est sympa ce gars et tout, j'aime bien, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'en fait notre relation, elle a commencé, tu vois, à prendre un peu de l'ampleur, et où j'ai accepté de m'installer chez lui, et on est restés 6 ans ensemble. Ok. Ça te permet de trouver un boulot? Oui. Oui, parce qu'en fait, dans un premier temps, je me la coulais un peu douce. Genre, bon, tu te mets les pieds sous la table, voilà, et, le frigo est plein, un peu comme un ado, quoi, en fait, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait ce soir et tout ça, quoi. Genre, c'est la fête, quoi. Ado que t'étais? Ah bah oui. Et que t'avais jamais pu... Des années que t'avais pas pu vivre, en vrai. Voilà. Non? Et le gars en question, qui s'appelle Bernard, que je vois toujours du reste. Oh, oui. comme mon papa. Voilà. Ouais. Mon
papa s'appelle Bernard, c'est weird. Ah oui, d'accord. Et je le vois encore aujourd'hui. Voilà, donc Bernard, à un moment donné, bon, il m'a laissé peut-être, je sais pas, 3-4 mois comme ça, un peu, genre faire la fête, pas trop me soucier, tu vois. Et au bout de 3-4 mois, il m'a dit, bon, écoute, François, t'es très gentil, je t'aime bien, c'est super de vivre avec toi, au pieu, ça se passe bien, mais tu sais, la vie, c'est pas ça, va falloir que tu bosses quand même. Il me dit, là, maintenant, j'aimerais que tu trouves un travail. Et c'est un peu, tu vois, tu descends de... Et bah, ah bon, ah La oui. lune de miel vacances. Voilà, Ouais. ah bon, bah on va bosser, d'accord, très bien. Ouais. Et là, il m'a vraiment accompagné, il m'a soutenu pour chercher des jobs. Alors j'ai fait des petits jobs à droite, à gauche, comme ça, et puis et un jour j'ai trouvé un vrai travail en fait. En gros, c'était quoi? C'est quoi un vrai travail? Un contrat à durée indéterminée dans la vente. Banco. Voilà. Tu dirais que comment ce moment de prostitution a impacté ta sexualité à toi, intime? Aujourd'hui encore, oui. Aujourd'hui encore, ok. Ah oui, il y a des odeurs d'hommes que je peux pas supporter en fait. Des parfums qui me rappellent, oui, des parfums qui me rappellent des clients que j'ai eus. D'ailleurs, je sais même pas sûr. Tu crois qu'on peut dire client même s'ils me payaient pas? J'en sais rien. Tu dis ce que tu veux. Voilà. Dans tous les cas, qui me rappellent les hommes avec lesquels j'ai couché, avec lesquels j'avais pas trop envie d'avoir des relations sexuelles, mais sinon t'étais à la rue, donc il fallait bien passer à la casserole. Oui, en tout cas, voilà, il y a vraiment des parfums, oui, des odeurs corporelles qui encore aujourd'hui, tu vois, quand je les sens dans le métro, ou Ouais. il y a des souvenirs qui reviennent comme ça, tu vois. T'as eu l'impression que tu as eu le choix de te prostituer ou pas? Oh, oui. Oui. J'aurais pu choisir d'affronter mon père, de rester à la maison, comme beaucoup d'autres personnes probablement l'ont fait, tu vois, de supporter les remarques, de supporter supporter le conflit. Il y en a qui certainement l'ont fait. Moi, je crois que j'étais arrivé à un point de non-retour. J'avais plus envie de vivre ça. Hein. Et oui, j'avais le choix de... Alors, t'avais le choix. En gros, se prostituer, pour toi, c'était le choix de la liberté. C'était le choix d'être toi, de te vivre toi, quoi. Ouais. Moi, je crois que ça m'a appris quand même la vie. Tu vois, je regrette pas du tout ce moment-là. Ça m'a appris à moi des tas de choses. Et j'ai rencontré des tas de gens aussi, tu vois, très différents. Quand t'as 19 ans, comme ça, que les gars ils t'emmènent chez eux, qu'on fait super bien l'amour, et puis que le lendemain il te dit bon, tu prends ton petit déjeuner, je te laisse les clés. C'est des putains de confiance qu'on te fait, tu vois. Tu te dis bah ça veut dire qu'a priori tu ressembles déjà pas à un voyou, t'as pas l'impression que le gars tu vas le dévaliser ou un truc. Je trouve que la confiance qu'on se faisait, c'était très beau. Moi, ça m'a vraiment aidé, en tous les cas. Si tu compares cette sexualité de jeune adulte avec ta sexualité d'aujourd'hui, que tu as raconté un peu en début d'épisode, c'était quoi les différences et les... Sur la question de la pénétration, par exemple. Ok. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je prends beaucoup plus de plaisir dans la pénétration que quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. À 19 ans, tu vois, bon, d'abord, j'avais pas forcément envisagé que se faire enculer, c'était le passage obligé, déjà pour commencer. Après, avec le recul, je me dis, ben oui, forcément, les gars, ils étaient beaucoup, enfin, ils avaient une fois ou deux fois mon âge. C'est sûr que peut-être la question de c'est un peu du viol, des fois, tu vois. Des fois, je me dis, des fois, je me suis fait violer, quand même. Parce que j'avais pas trop envie de ça. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est ce que voulaient les gars, donc tu vois, tu y passes, quoi. Tu dis, bon, bah, voilà, quoi. C'est un peu comme ça, mais j'aurais préféré que ça se passe autrement, quand même. C'est vrai que là, tu vois, quand tu me poses cette question, aujourd'hui, je vis beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de jouissance la pénétration. Même si, en prenant de l'âge, cette pratique me pose des questions, mais différentes.
Et d'ailleurs, avec mon partenaire, on est en train de réfléchir à ça aussi, en se disant, si notre relation, on veut qu'elle perdure, peut-être dans les années qui vont venir, parce que moi, j'ai pas envie d'être actif avec lui, et lui, il se dit, peut-être dans un an ou deux, peut-être j'aurai moins de possibilités d'être actif, parce qu'il aura bientôt 70 ans. Ok. Et donc il faut imaginer que... Est-ce qu'il va pas bander ? Il sent qu'il perd sa capacité à bander ? En tout cas, c'est une grave question pour les actifs. De dire, tu prends de l'âge, et peut-être que elle va pas répondre ta queue va pas répondre à toutes tes sollicitations, et que peut-être tu vas pas bander, ou pas suffisamment dur pour avoir des pénétrations. Et là, tu vois, je sens que dans son discours, sa virilité, son état d'homme, tu vois, est presque remis en cause avec ça. En disant, finalement, et des fois, je perçois qu'il est en train de me dire, si je bande plus, on va plus pouvoir être ensemble ou faire l'amour. Et je suis déjà en train de le travailler au corps, lui dire, mais il n'y a pas que la pénétration dans la vie quand même. Et il répond quoi ? Il répond rien. Il répond rien. Pour le moment. Pour le moment, en tous les cas. Mais je sens que, tu vois, c'est un truc qui le tarabuste. C'est un sacré deuil si t'as beaucoup de plaisir à pénétrer quelqu'un, que c'est votre moment, votre kiff, votre truc et tout. C'est accepter de vieillir, accepter de mourir, ça fait flipper, quoi. C'est pas un peu... Oui, je suis un peu d'accord avec toi, Guillaume. Mais je crois que cette question de la pénétration, on en entend beaucoup parler à droite, à gauche, tu vois, dans des tas de podcasts, des tas de magazines, etc., concernant les hétéros. Et pourquoi nous, on se poserait pas la question ? Je dis, moi, je crois que si je tiens à lui, tu vois, il y a même des moments, moi, ça me fait vraiment plaisir, mais s'il n'y avait pas de pénétration avec lui, je crois que je l'aimerais autant, en fait, parce qu'on peut trouver d'autres façons, tu vois, d'être en relation sensuelle et sexuelle avec une personne. Surtout quand on commence à prendre de l'âge. Pour moi, la pénétration, tu vois, ça serait pas le truc obligatoire. Ton conditionnel et l'usage du verbe croire, je crois que je l'aimerais autant, me fait... Si je suis si je suis lui, ça me fait flipper. Mais attends, tu crois ou t'es sûr ? Non, je suis sûr que je l'aimerais autant. Vraiment. Peut-être si je suis lui, j'ai besoin d'être rassuré. Non, je l'aimerais autant. C'était là un abus de langage. Oui. Oui. Ouais, mais non, on a le droit de se poser la question, on a le droit de se demander... En tout cas, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sûr que quand j'avais 19 ans, cette question de la pénétration, je la vivais vraiment, des fois, très douloureusement. Et comme tu vois, un passage obligeant, en disant, putain, t'es obligé de te faire enculer pour... c'est quand même dur. Bien sûr. C'est dur d'être pédé, des fois. Tu me permets de faire un peu de la psychologie sauvage, et tu me dis si c'est de la merde et tout. Est-ce que tu as l'impression que, là tu disais avoir subi et des viols et des pénétrations non consenties, est-ce que il y a un peu de ça qui est venu bloquer ta capacité à toi pénétrer ? Je me suis jamais posé la question comme ça, en fait. Non, je pense pas, Guillaume. Non, parce que je pense que dès le départ, quand j'étais très très jeune, je crois que j'ai construit mon imaginaire érotique avec l'idée d'être dominé. Dès le départ. J'avais envie d'être, tu vois, attaché, les yeux bandés, et qu'on me fasse un peu subir des trucs, mais j'avais pas imaginé que ça pouvait faire mal. À ce point-là, en tous les cas. Mais oui, je me suis construit mon imaginaire érotique comme ça. Ok. Après, c'est deux choses complètement différentes et vachement, je trouve, essentielles à rappeler. On peut complètement aimer, consentir à être dominé. Et c'est pas du tout ni un appel au viol, ni une justification au viol, ni c'est ma faute si je suis violé. Rien du tout. Absolument. T'es d'accord que c'est... T'as tout à fait raison. J'ai le droit et tu le formules très très bien.
Ben, je te remercie, mais ça me semble super important parce Oui, que de le dire. Ouais. moi, mon cerveau peut un peu facilement se dire, bah ouais, mais c'est peut-être moi, Guillaume, qui l'a cherché. Non, mais Guillaume, t'as rien Non, cherché du tout. non. Parce que t'es d'accord que lorsque toi, ton mari, ton amoureux, on l'appelle comment? Mon partenaire. Mon partenaire. Lorsque ton partenaire t'écrase de tout son corps, c'est parce que tu le veux, parce que c'est chouette, parce que c'est le moment, qu'à tout instant tu peux dire stop, etc. Et que Absolument. tu vois, et c'est ce ressenti. Et moi, j'ai l'impression, je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est l'homophobie, est-ce que c'est ces années à grandir gay avec de la honte qui fait que notre esprit dit bon, ok, je laisse passer le kiff homosexuel, mais je l'assombris, tu seras le dominé. Tu vois, j'ai une vraie question et c'est pas du tout du kick shaming en mode ah c'est la honte d'aimer les kinks et tout. Moi, c'est à aucun moment donné c'est ce que j'ai envie de sous-entendre. J'ai quand même envie de me poser cette question. Toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est une bonne question, une bonne réflexion que tu as. Personnellement, je ne sais pas si c'est en raison de mon homosexualité ou de la découverte de cette homosexualité que j'ai construit, tu vois, mon envie de soumission comme ça. Non, je pense pas. Il n'y a pas de lien. Toi, tu le fais pas, quoi. Non, je le fais pas. Non, je le fais Pourquoi pas. ça m'intéresse? Parce que moi, j'ai la croyance, c'est vraiment très subjectif et personnel, qu'on est tous des versatiles sensuels, kinky en puissance. C'est-à-dire qu'en nous, le jardin de l'intime, on peut y planter autant des patates, des courgettes, des carottes que des arbres, fruitiers ou non. Je rigole à mon image un peu à la con. Et donc quand je t'entends toi dire je suis passif, je me dis ah bon? C'est toujours mais après c'est ta liberté et je t'accueille comme tu es, mais j'ai toujours ma casquette d'intervieweur qui dit ah ouais, prouve-le-moi. Toi t'as vraiment pas de plaisir à pénétrer. Point final. Dans ma vie sexuelle, j'ai été actif aussi un peu, bien sûr, parce que je pense que on est un peu les deux. Ça dépend. Ouais, toi c'est le feeling. Quoi de ma théorie? Bah, c'est le feeling. Enfin, moi, en tous les cas, de ce que j'ai vécu personnellement, c'est une question de feeling avec les partenaires avec lesquels j'ai eu des relations sexuelles. Il y en a avec lesquels, à un moment donné, dans le feu de l'action, ben j'avais plutôt envie de les pénétrer et à la fois après d'être pénétré, et que dans la nuit, c'était une sorte d'aller-retour entre, voilà. Il y en a d'autres avec lesquels j'étais plutôt passif. Il y en a eu avec lesquels j'étais plutôt actif, et ça me faisait vraiment plaisir d'être actif à ce moment-là. Et j'aurais pas imaginé d'être pénétré par le gars. Enfin, tu vois, c'est un peu... Ça dépend, pour moi, en tous les cas, ça a toujours été un peu une sorte de feeling, de comment tu rencontres le mec, les conditions dans lesquelles tu le rencontres, le lieu peut-être aussi dans lequel tu le rencontres, le film, tu vois, qui se déroule dans ta tête en même temps que la rencontre est en train de se passer et que la relation sexuelle est en train de commencer. Il y a un film là qui se déroule en noir et blanc, tout ça, où tu te fais un film, voilà. Et donc tu rentres dans la peau ou de l'actif ou du passif ou des deux. Enfin, moi, ça a toujours été un peu comme ça. Et ça te va bien, c'est-à-dire toi. Moi, ça m'a bien été, voilà. Et c'est vrai que pour revenir à mon partenaire actuel, c'est vrai que quand on s'est rencontrés sur une application, enfin sur un site de rencontre. Voilà, mais j'ai besoin. Attends, je t'interromps volontairement, car c'est la fin de notre première partie. Oui. La conversation est délicieuse et j'en oublie le temps. Et justement, on commencera la deuxième partie sur votre rencontre qui est particulière. Génial. Voilà, ça te va? Ah oui. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant.
Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créatrices de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.